En moins de 3 mois, Manet a changé de trajectoire. Hier encore, pauvreté, cheptel perdu et absence d'actifs dominés. Aujourd'hui, une stratégie agricole structurée produit des effets rapides et mesurables. Pourquoi cela vous concerne-t-il, alors qu'Ibrahim Traoré pousse l'ambition à l'échelle nationale? Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'assistance symbolique, mais de restaurer vite des actifs productifs et de rendre aux ménages un capital reproductif soutenu par un investissement public massif. Si ce mécanisme tient durablement, l'autonomie économique des familles cesse d'être une promesse abstraite et devient un modèle reproductible. Ce qui se joue à Mané dépasse le récit d'un programme agricole réussi. La promesse est précise: montrer comment une région considérée comme structurellement fragile peut enclencher en quelques semaines une dynamique économique autonome et mesurable. Pour le lecteur, l'intérêt est immédiat. Comprendre un mécanisme concret de stabilisation des revenus familiaux, fondé non sur l'aide ponctuelle, mais sur la restauration d'actifs productifs maîtrisables localement. L'enjeu est pourtant plus large. Si cette approche tient dans le temps, elle remet en cause des décennies de politique centrées sur la compensation plutôt que sur la reconstruction des capacités. Manet devient alors un test grandeur nature. Peut-on transformer une zone marginalisée en espace de production sans dépendance durable aux flux extérieurs? La réponse engage des choix stratégiques, économiques et sociaux qui concernent bien au-delà de cette région. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'expérience prend une dimension nationale. Elle interroge la possibilité de passer d'une logique d'urgence à une logique de trajectoire, où chaque ménage retrouve une capacité d'anticipation et de décision. C'est cette bascule et ses implications réelles que le récit va désormais examiner. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes à Mané ont vu leur situation économique basculer grâce à un seul levier central. Ce basculement s'appuie sur un investissement public dépassant 5 milliards de francs CFA, créant un écart net entre l'état initial du territoire et la dynamique observée après le lancement du programme. Pour mesurer la portée de cette rupture, il faut revenir brièvement à la situation de départ. Mané incarnait d'une fragilité rurale typique du Burkina Faso. Pertes successives de cheptels, disparition des actifs reproductifs et dépendance quasi totale à l'aide extérieure. Sans animaux, les ménages ne disposaient plus ni de sécurité alimentaire durable, ni de capacité d'épargne, ni d'amortisseurs face au choc. La pauvreté n'était pas seulement un manque de revenus, elle était devenue une absence complète de leviers économiques. La stratégie mise en œuvre a rompu avec cette inertie par une montée en charge immédiate. Plutôt que d'étaler l'intervention, le dispositif a combiné dès le départ la restauration d'animaux reproductifs, l'apport d'aliments, des équipements de base et un accompagnement technique. Cette simultanéité a supprimé la phase d'attente qui fait échouer de nombreux projets. Les ménages ont pu produire dès les premières semaines, enclenchant un cycle de reproduction accéléré. Ce cadre éclaire le rôle central d'Ibrahim Traoré. L'initiative ne relève ni du hasard ni d'un geste humanitaire isolé. Elle s'inscrit dans une architecture précise visant trois objectifs: restaurer les actifs détruits, renforcer la résilience des ménages les plus vulnérables et créer des sources de revenus capables de fonctionner hors de l'aide permanente. Manet n'a pas été choisi pour sa facilité, mais pour sa vulnérabilité extrême, afin de tester la robustesse du modèle. À ce stade, la question n'est plus de savoir si un redressement est possible. Elle porte sur la compréhension des mécanismes qui ont permis ce saut rapide et sur ce qu'ils révèlent pour la suite de la trajectoire. Pour saisir concrètement ce que signifie cette transformation, il suffit de suivre le parcours d'un éleveur de Manet, choisi ici comme fil conducteur.
Quelques mois plus tôt, il avait perdu l'essentiel de son petit troupeau après une succession de chocs qui avaient vidé sa cour et réduit son foyer à une dépendance totale à l'aide. La réception d'un kit d'élevage complet a marqué un redémarrage immédiat, sans phase d'attente ni endettement initial, et avec des gestes techniques simples mais décisifs. Les premiers effets ont été rapides et visibles. La reproduction de la volaille a généré une réserve commercialisable sur les marchés locaux. Les ventes, modestes mais régulières, ont permis d'améliorer l'abri des animaux, puis d'augmenter progressivement les volumes. En parallèle, l'accompagnement technique a joué un rôle clé. Nourrissage, hygiène et prévention des maladies ont réduit les pertes et stabilisé la croissance. Le foyer est ainsi passé d'une logique de survie à une organisation minimale de production. Ce cas n'est pas isolé. Dans plusieurs villages, des trajectoires similaires apparaissent. Des ménages auparavant sans actifs retrouvent une capacité d'anticipation. Planifier les ventes, sécuriser l'alimentation, envisager de petites améliorations du logement. L'impact précoce ne se lit pas seulement dans les chiffres agrégés, mais dans la reconquête d'une marge de décision individuelle. C'est ici que la cohérence de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré devient lisible. En réintroduisant un capital reproductif maîtrisable par les familles, l'initiative transforme chaque bénéficiaire en acteur économique. L'effet est matériel et psychologique à la fois, et il prépare la suite de la dynamique collective. Rendre l'initiative individuelle change la trajectoire. Tout commence par une phase d'activation rapide conçue pour ne laisser aucun temps mort. Dès les premières semaines, les équipes locales se déploient dans les zones les plus fragilisées de Mané. Les ménages reçoivent des kits d'élevage adaptés à leurs besoins: volailles, caprins, bovins laitiers ou autres actifs reproductifs, accompagnés simultanément d'aliments, d'équipements essentiels et d'un appui technique de base. Cette synchronisation est décisive. Elle permet à chaque foyer de produire immédiatement, sans attendre une hypothétique seconde vague de soutien. Le programme s'installe d'emblée dans une logique d'action continue et non d'assistance différée. Très vite, le mécanisme s'accélère. Les premières pontes apparaissent, les troupeaux recommencent à exister là où ils avaient disparu, et les familles stabilisent leur consommation alimentaire. Les excédents initiaux, encore modestes, trouvent preneurs sur les marchés locaux. Ces ventes régulières enclenchent un cercle vertueux. Les revenus servent à améliorer les abris, à renforcer l'alimentation animale et à réduire les pertes. L'activation individuelle devient collective. Les voisins observent, échangent des pratiques. Les marchés hebdomadaires changent progressivement de physionomie et de petites infrastructures émergent, souvent construites avec des moyens locaux. Le point culminant survient moins de 3 mois après le lancement. Les indicateurs bondissent. Les effectifs de volailles augmentent rapidement dans la majorité des ménages bénéficiaires. Les chèvres et les vaches laitières génèrent des revenus plus réguliers grâce aux ventes de lait. Dans certains secteurs, la volaille devient un produit commercial à part entière. Les effets se matérialisent dans le quotidien. Amélioration de l'habitat, retour des enfants à l'école, réduction nette de la dépendance à l'aide extérieure. La dynamique n'est plus marginale, elle devient visible à l'échelle du territoire. À ce stade, la cohérence de la stratégie portée par Ibrahim Traoré apparaît clairement. L'objectif n'est pas seulement de relancer l'élevage, mais de créer un modèle où chaque foyer retrouve un pouvoir économique autonome. Les familles ne se contentent plus de produire pour survivre. Elles investissent, modernisent certaines pratiques et ouvrent de nouveaux points de vente. La production cesse d'être défensive. Elle devient progressivement offensive, tournée vers la consolidation et l'expansion. Puis s'installe la rémanence. Contrairement à de nombreux projets qui s'essoufflent après un pic initial, la dynamique ne retombe pas.
Les kits distribués se transforment en micro-entreprises familiales. Les villages voisins adoptent la logique. Des zones qui n'avaient jamais produit au-delà de leurs besoins de base disposent désormais d'un revenu continu. Les effets se combinent. Meilleure nutrition, épargne minimale, capacité d'investissement et retour progressif de la stabilité sociale. Cette séquence complète, activation fulgurante, sommet transformateur, puis ancrage durable, dessine une trajectoire rare. Elle montre qu'un dispositif simple, bien pensé et bien déployé peut enclencher une reconstruction socio-économique profonde là où dominaient auparavant l'attente et la dépendance. Avant l'intervention, la situation de Manet se résumait à une ligne de base claire: l'absence quasi totale d'actifs reproductifs viables dans la majorité des ménages. Les troupeaux avaient été décimés, les réserves inexistantes et l'économie locale fonctionnait sans capital capable de générer un revenu durable. Sans cheptel, il n'y avait ni cycle de reproduction, ni capacité d'anticipation, ni amortisseur face au choc. Après le lancement du programme, le delta apparaît net, des actifs restaurés, des cycles relancés et une production redevenue mesurable. Un premier indicateur concerne l'échelle humaine de l'intervention. Environ 83 000 personnes ont bénéficié d'un kit d'élevage complet en l'espace de quelques semaines. Ce volume crée une masse critique suffisante pour enclencher une dynamique collective. Lorsque des milliers de foyers redémarrent simultanément, les effets dépassent la sphère domestique. Les marchés locaux évoluent en même temps que la production, ce qui limite l'isolement économique et accélère la diffusion des pratiques. Le deuxième indicateur est financier. Plus de 5 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour financer les animaux reproductifs, l'aliment initial, les équipements essentiels et l'assistance technique. Cet investissement public, concentré et coordonné, réduit les ruptures logistiques qui fragilisent souvent les programmes agricoles. Il explique pourquoi la phase de démarrage n'a pas été freinée par des pénuries ou des délais. Le capital injecté ne se disperse pas, il se transforme en actif productif, immédiatement exploitable par les ménages. Le troisième indicateur porte sur la dynamique du cheptel. En moins de 3 mois, les ménages bénéficiaires ont vu leurs effectifs de volailles et d'animaux reproducteurs augmenter par rapport à la situation initiale, parfois de manière multiple selon les espèces. Cette accélération ne relève pas du hasard. Elle résulte de la combinaison entre races adaptées, apport alimentaire suffisant et encadrement technique continu. La reproduction devient prévisible, ce qui permet aux familles d'anticiper les ventes et de planifier les réinvestissements. Chaque chiffre appelle une lecture qualitative. Le volume de bénéficiaires explique la rapidité de la diffusion économique. L'investissement public garantit la cohérence du dispositif. La croissance du cheptel traduit l'installation d'un cycle auto-entretenu. Ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire cumulative. Chaque vente finance une amélioration supplémentaire. Chaque amélioration renforce la production suivante. Au-delà des données visibles, un indicateur plus discret se révèle déterminant: l'autonomie acquise. Les ménages développent des compétences techniques, adoptent des routines de gestion et réduisent les pertes. Cette montée en compétences stabilise les ratios de croissance et conditionne la durabilité du programme. L'approche portée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette logique. En restaurant d'abord l'actif productif, puis en sécurisant sa reproduction, le dispositif crée les conditions d'un développement endogène, où les chiffres traduisent un changement structurel et non un simple effet ponctuel. Une première objection revient fréquemment lorsqu'on observe la dynamique de Manet. L'effet est de démarrage. Selon cette lecture prudente, de nombreux programmes agricoles ont déjà montré des résultats spectaculaires au début, avant de s'essouffler une fois les intrants initiaux consommés. Les sceptiques rappellent que, dans plusieurs régions du Sahel,
La croissance rapide des troupeaux a parfois été suivie de pertes sanitaires, de saturation des marchés locaux ou d'un affaiblissement du suivi technique. Dans cette perspective, Manet ne ferait que reproduire un schéma connu, prometteur à court terme mais fragile sur la durée. Une seconde objection adopte un angle différent. Elle reconnaît la réussite initiale, mais estime qu'elle dépend trop fortement d'un investissement public massif. Sans un apport financier équivalent dans le temps, la reproduction des résultats serait limitée. Cette critique considère le modèle comme difficilement généralisable car tous les territoires ne pourraient pas bénéficier du même niveau de coordination logistique, de financement et d'accompagnement. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. La réponse se trouve toutefois dans l'examen précis des mécanismes observés à Manet. D'abord, la croissance du cheptel ne repose pas sur une consommation rapide des ressources, mais sur des cycles reproductifs déjà enclenchés. Les revenus issus des œufs, du lait et des premières ventes servent prioritairement à réinvestir, non à épuiser le capital. Ensuite, l'échelle atteinte réduit les risques d'isolement économique. Des milliers de ménages redémarrent simultanément et les marchés locaux évoluent en parallèle, ce qui limite les goulets d'étranglement observés ailleurs. Enfin, le rôle de l'État, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, n'est pas celui d'un financeur permanent, mais d'un déclencheur. L'investissement initial vise à installer des actifs reproductifs et des compétences transférables. Une fois ces éléments en place, la dynamique dépend moins des flux budgétaires que de la capacité des ménages à maintenir et diffuser les pratiques. Les premiers signes d'extension vers des villages voisins suggèrent déjà cette transférabilité. Ainsi, si la prudence reste légitime, les données disponibles indiquent que la dynamique de Manet repose sur des fondations plus solides qu'un simple effet d'annonce. Le débat se déplace. Il ne s'agit plus seulement de douter, mais de comprendre comment consolider. À ce stade, un déplacement plus profond que la seule croissance du cheptel devient visible à Manet. Les familles ne se perçoivent plus comme des bénéficiaires temporaires, mais comme des acteurs centraux de leur propre économie. Cette mutation marque le véritable point médian de la trajectoire observée. Dans plusieurs villages, les ménages organisent désormais eux-mêmes la répartition des tâches, la gestion des ventes et la planification de la reproduction, sans attendre d'instructions extérieures. Ce changement de posture transforme chaque kit d'élevage en micro-entreprise familiale. La production n'est plus subie, elle est pilotée. Les décisions quotidiennes, vendre maintenant ou attendre, réinvestir ou conserver, deviennent des arbitrages économiques assumés. Cette capacité à choisir modifie la nature même du programme. Il cesse d'être une initiative administrative pour devenir une dynamique communautaire, portée par des routines locales et des apprentissages partagés. C'est ici que la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré révèle sa portée la plus durable. En réintroduisant la maîtrise locale des actifs productifs, l'intervention rompt avec des années de dépendance à l'aide extérieure. L'effet dépasse l'individu. Les marchés se densifient, les échanges se structurent et des territoires jusque-là périphériques acquièrent un poids économique nouveau. À partir de ce point, la question n'est plus de savoir si la dynamique survivra, mais quels effets concrets elle produira sur l'ensemble du territoire. Les effets du programme se lisent d'abord au niveau des ménages. Pour de nombreuses familles de Manet, la disponibilité régulière d'œufs, de lait ou de petits animaux à vendre a modifié l'équilibre quotidien. Les revenus générés restent modestes, mais ils sont désormais prévisibles. Cette stabilité permet de couvrir des dépenses autrefois impossibles à anticiper. Réparation de logements dégradés, achats scolaires, constitution de petites réserves alimentaires. L'incertitude permanente recule. Une capacité minimale de planification apparaît, transformant la relation au temps et aux choix économiques.
Du côté des acteurs économiques locaux, la restauration de l'élevage agit comme un catalyseur. Les marchés hebdomadaires s'étoffent grâce à l'augmentation de l'offre en volailles et en produits laitiers. Des activités connexes émergent: fabrication d'abris, vente d'aliments pour animaux, petits services de transformation artisanale. Chaque ménage qui améliore sa production crée des opportunités pour d'autres. Les flux se densifient, reconnectant progressivement la région à des circuits commerciaux plus larges, sans rupture brutale. Pour les autorités locales, la dynamique modifie les priorités. Là où dominaient des logiques de gestion de la pénurie, apparaissent des enjeux d'organisation de la croissance. Les collectivités identifient donc des zones à potentiel, soutiennent des formes légères de mutualisation et réfléchissent à l'amélioration des infrastructures de base. La relance productive offre une base concrète pour planifier, coordonner et accompagner, plutôt que réagir dans l'urgence. Cette évolution renforce la capacité institutionnelle du territoire. Enfin, à l'échelle du territoire régional, les effets deviennent systémiques. La réduction de la dépendance à l'aide extérieure stabilise les relations sociales et atténue certaines tensions liées à la rareté. Les échanges de savoir-faire entre villages se multiplient. Les réussites visibles jouent un rôle d'entraînement, nourrissant une confiance collective. La perception de la pauvreté évolue, elle n'est plus vécue comme une fatalité immuable, mais comme une situation dont on peut sortir par des mécanismes reproductibles. La stratégie portée par Ibrahim Traoré se reflète dans ce faisceau d'effets imbriqués. Chaque progrès individuel renforce la dynamique collective et chaque succès local alimente une transformation régionale. La richesse créée ne se concentre pas, elle circule. Les conséquences du programme s'inscrivent ainsi simultanément sur les plans familial, économique, institutionnel et territorial, confirmant qu'un levier productif bien conçu peut remodeler durablement un espace fragilisé. À partir des dynamiques observées à Manet, l'évolution du programme peut se lire à travers trois scénarios conditionnels. Ils ne relèvent pas de la prédiction, mais d'enchaînements logiques fondés sur les mécanismes déjà en place. Chacun éclaire une manière différente dont la trajectoire peut se stabiliser, s'amplifier ou se contraindre. Dans une trajectoire de base, les ménages consolident les pratiques acquises. Les cycles de reproduction restent réguliers. Les ventes demeurent prévisibles et les marchés locaux absorbent les excédents sans tension majeure. Les revenus progressent lentement, mais de façon continue. Les investissements se concentrent sur l'amélioration des abris, la sécurisation sanitaire et la gestion des volumes. Si ces conditions se maintiennent, alors la région s'installe dans une autonomie alimentaire relative, avec une amélioration graduelle du niveau de vie, sans rupture spectaculaire, mais avec un ancrage solide. Dans une trajectoire plus dynamique, la montée en gamme se poursuit. Les excédents deviennent suffisants pour alimenter non seulement les marchés locaux, mais aussi des circuits régionaux. Les ménages s'organisent en micro-entreprises, parfois via des coopérations informelles, afin de stabiliser les volumes et les prix. La transformation artisanale se développe. Si les compétences continuent de circuler et que les réinvestissements s'élargissent, alors la croissance devient cumulative. Le modèle observé à Mané attire d'autres territoires et acquiert une portée structurante plus large. Dans une trajectoire contrainte, on voit apparaître les limites possibles: une saturation des marchés, des difficultés d'approvisionnement en aliments de qualité ou une insuffisance de suivi sanitaire peuvent ralentir la reproduction. Les ménages privilégient alors la vente rapide au détriment de la consolidation du cheptel. Si ces contraintes persistent sans ajustement, la dynamique ne disparaît pas, mais perd en intensité et reste dépendante d'un nouvel équilibre organisationnel. Ces trois scénarios convergent vers un même enseignement:
L'avenir du programme dépend moins d'un facteur unique que de la capacité collective à gérer la croissance. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'enjeu central devient organisationnel, transformer un succès initial en système durable, capable d'absorber ses propres tensions et de s'adapter aux contextes variés. Pour les populations rurales fragilisées, l'expérience de Mané agit comme une preuve tangible. Elle montre qu'un territoire marqué par la perte d'actifs n'est pas condamné à l'immobilisme. Voir des ménages reconstruire une activité productive à partir de moyens simples modifie la perception de ce qui est possible, même dans des contextes contraints. La transformation observée n'est pas vécue comme un miracle extérieur, mais comme un processus reproductible fondé sur des décisions quotidiennes et des compétences accessibles. Dans les centres urbains, la lecture est différente mais complémentaire. L'augmentation de la production locale suggère une réduction potentielle de la dépendance aux importations alimentaires et une atténuation des fluctuations de prix. Pour des foyers urbains exposés à l'instabilité des marchés, cette perspective renforce l'idée qu'une agriculture de proximité structurée peut jouer un rôle de régulateur économique. Le lien entre zones rurales et villes se reconfigure non plus autour de l'assistance mais autour d'échanges productifs. Pour les jeunes, l'impact est souvent le plus symbolique. Les micro-activités nées de l'élevage ouvrent des voies connexes. Transformation, logistique, commercialisation, maintenance, formation technique. L'agriculture cesse d'apparaître comme un chose par défaut. Elle devient un champ d'initiative possible, capable d'absorber de l'énergie, de l'innovation et des projets individuels. Cette revalorisation est essentielle dans des contextes où les perspectives d'emploi restent limitées. Deux leviers concrets se dégagent de ces lectures. D'une part, documenter et partager les réussites locales pour renforcer la confiance collective. D'autre part, favoriser des espaces d'échange entre ménages, jeunes et acteurs économiques afin de diffuser les pratiques efficaces. Ces gestes simples mais ciblés contribuent à ancrer durablement la dynamique observée à Mané. La phase suivante du programme exige une organisation précise pour transformer l'élan initial en système durable. La vision portée par Ibrahim Traoré fournit le cadre stratégique, mais la réussite dépend désormais de la qualité de l'exécution locale et de la coordination entre acteurs. L'objectif n'est plus d'activer, mais de consolider sans casser les équilibres. Pour commencer, il faut sécuriser les noyaux reproductifs. Les ménages stabilisent les pratiques de base, hygiène, alimentation, prévention sanitaire, afin de réduire les pertes et de rendre les cycles prévisibles. La mesure du succès est simple: régularité de la reproduction et constance des ventes. Tant que ce socle n'est pas maîtrisé, toute expansion rapide accroît la vulnérabilité. Ensuite, il devient essentiel de structurer la coopération locale. Les villages mettent en place des formes légères de mutualisation pour l'achat d'aliments, la transformation artisanale ou la distribution hebdomadaire. Les indicateurs sont concrets: baisse des coûts, amélioration des marges et fluidité des débouchés. Cette organisation protège les ménages isolés et absorbe mieux les variations de production. Puis, on peut investir de manière ciblée. Des infrastructures simples, abris améliorés, espaces de stockage, points de transformation rudimentaires permettent d'augmenter les volumes sans dégrader la qualité. L'efficacité se lie dans la réduction des pertes et la capacité à écouler les excédents localement. Enfin, il convient de former en continu. Des modules courts, pratiques et mobiles renforcent les compétences locales et diffusent les bonnes pratiques. Le résultat attendu est mesurable: baisse des pertes et amélioration des ratios de croissance. Enfin, élargir progressivement les réseaux de vente vers les zones voisines transforme l'excédent en levier territorial. Cette feuille de route marque le passage d'un programme d'urgence à une économie reproductible,
fondée sur la compétence, la coordination et la responsabilité locale. Le récit revient naturellement vers l'éleveur de Manet, ce personnage discret, qui a accompagné l'ensemble de la trajectoire. Il y a encore quelques mois, son horizon se limitait à la survie quotidienne, après la perte de son troupeau et l'effondrement de ses revenus. Aujourd'hui, son foyer vit d'une production régulière. Les, les ventes, modestes mais constantes, financent l'entretien des animaux, l'amélioration progressive de l'habitat et le retour des enfants à l'école. Sa situation n'a rien d'exceptionnel. Elle est devenue représentative. À travers ce parcours individuel se dessine la portée réelle de la stratégie impulsée par Ibrahim Traoré. La transformation observée ne repose ni sur un geste spectaculaire, ni sur une aide prolongée, mais sur la restitution d'un pouvoir d'agir concret. Lorsque les familles retrouvent un actif productif qu'elles maîtrisent, le changement cesse d'être fragile. Il s'enracine dans le quotidien, dans les décisions répétées, dans la confiance retrouvée. Ce fil conducteur agit comme un miroir collectif. Ce qui s'est joué à Manet ne concerne pas seulement une région ou un programme, mais une manière différente de penser la reconstruction économique à partir de la base. Là où dominaient l'attente et la résignation, apparaît désormais une direction claire. Reprendre la maîtrise de la production change toute la trajectoire. La dynamique observée à Manet dépasse désormais le cadre d'un simple programme agricole. Elle pose une question plus large, presque universelle. Comment un territoire fragilisé peut-il reconstruire sa trajectoire sans attendre indéfiniment une solution extérieure? À travers cette expérience, une autre conception du développement se dessine, fondée sur la circulation des savoirs, la réactivation des ressources locales et la confiance progressive entre les acteurs d'une même communauté. Rien n'indique que ce chemin soit exempt de tensions ou de limites, mais ce qui s'est enclenché montre qu'il existe une alternative entre l'assistance ponctuelle et l'abandon. Observer Manet, c'est accepter de discuter des conditions de réussite, des choix organisationnels et des ajustements nécessaires pour transformer un succès local en dynamique durable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le débat ne porte plus seulement sur les moyens engagés, mais sur la manière de penser l'autonomie économique à long terme. Pour celles et ceux qui suivent cette trajectoire, l'invitation est simple. Comparer, interroger, mettre en perspective. Quel mécanisme vous semble décisif pour qu'une réussite locale puisse inspirer au-delà de son point de départ sans perdre sa cohérence ni sa portée sociale?